Merci de votre fidélité, merci de nous rejoindre. Elle est avec nous, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, Caroline Yadan. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être en studio. Vous souhaitiez cette semaine revenir, Caroline, sur les conséquences, il y a quelques jours, de la chute de Bachar el-Assad en Syrie. Et oui Ilana, 10 jours à peine auront suffi à faire tomber l'une des dynasties les plus sanglantes du monde. Un régime dictatorial et sanguinaire qui a régné sans partage pendant plus d'un demi-siècle. 70 années de répression sanglante et impitoyable d'une tyrannie envers son peuple qu'elle a enfermé, torturé, mutilé, gazé, assassiné par centaines de milliers, notamment grâce au conseil éclairé du nazi Alois Brunner, bras droit d'Adolf Eichmann. Le père et le fils alaouites auront également écrasé sous les bombes en Syrie, mais aussi au Liban, des dizaines de milliers de Palestiniens et opprimé toutes les minorités. Cette chute vertigineuse et salvatrice ne doit cependant pas nous anesthésier. Al-Joulani a beau organiser une offensive de charme, se tailler la barbe, afficher un sourire romantique et enfiler une veste au lieu et place de sa tenue traditionnelle de djihadiste, il reste le dirigeant du mouvement Hayat Tahrir al-Sham, HTC, émanation émancipée d'Al-Qaïda inscrite sur la liste des organisations terroristes. Il reste celui qui a fait l'éloge des talibans, les considérant comme une source d'inspiration et un modèle pour équilibrer efficacement les efforts des djihadistes et les aspirations politiques. C'est bien de la mosquée des Omeyyades qu'il a prononcé son premier discours, assurant que cette victoire était un triomphe, non pas pour la nation syrienne dans son ensemble, mais pour, je cite, la communauté islamique, laissant présager l'instauration d'un califat islamique, ce que la nomination d'un imam comme ministre de la Justice du gouvernement de transition mis en place le 10 décembre dernier vient conforter, si besoin en était. La prudence est donc de mise face à cette tentative de dédiabolisation. On n'a encore jamais vu un État islamique prenant la liberté de chacun. L'islamisme est par définition xénophobe, homophobe, antisémite, violent, notamment envers les femmes et les minorités. C'est plutôt inquiétant tout ça. Et oui, inquiétant non seulement pour les Syriens eux-mêmes et les minorités chrétiennes, yézidis, druzes et alaouites vivant sur place. Inquiétant aussi pour nos démocraties. Très inquiétant enfin pour le peuple kurde. En effet, n'oublions pas que l'État turc, qui soutient officiellement HTC, pilonne les Kurdes depuis des années à leurs frontières et au-delà, parce que son objectif est tout simplement de les éliminer tout en rétablissant l'Empire ottoman, qui exclut bien entendu tout Kurdistan. Alors que Al-Joulani descendait vers Damas, les Kurdes se faisaient attaquer à Manbij, à l'ouest de l'Euphrate, par l'armée nationale syrienne, ANS, formation de mercenaires arabes financée et appuyée militairement par Ankara. C'est cette milice islamiste, souvenez-vous, qui s'était livrée à un nettoyage ethnique de 800 000 Kurdes en 2018, chassés de la région d'Afrine pour être repeuplés d'Arabes syriens à la solde d'Istanbul. La répression contre les Kurdes depuis des années a été violente et meurtrière, sans doute parce que, pour le pouvoir turc en place, les Kurdes sont considérés comme des sous-hommes, alors même que la Turquie compte 15 millions de Kurdes sur son territoire. Or, Ilana, il est de notre devoir de protéger de toutes nos forces le peuple kurde en Turquie, en Irak, en Iran ou en Syrie, et que les alliés fassent de cette question kurde une ligne rouge. Alors c'est important pour vous, pour quelle raison ? Eh bien pour deux raisons essentielles, une raison morale et une raison sécuritaire. Morale d'abord. Les Kurdes sont à la pointe du combat contre l'islamisme au Levant. Ce sont nos alliés qui sont parvenus, avec le soutien de la coalition internationale, à vaincre Daesh après 5 années de combats acharnés de 2014 à 2019. Toutes ces années-là, les Kurdes ont été nos troupes au sol et nous ont permis, au prix d'un sacrifice humain de près de 30 000 combattants, d'éliminer nos ennemis communs, c'est-à-dire les djihadistes responsables des attentats sur le sol français. Par ailleurs, les Kurdes sont les seules forces laïques, féministes et démocratiques dans cette région du Levant.
Rojava, cette zone autonome kurde qui se situe sur 30% environ du territoire syrien au nord-est du pays, est une confédération qui constitue une utopie politique éprise de liberté et d'égalité, modèle exécrable s'il en est pour nos ennemis. L'araméen y est reconnu langue officielle aux côtés du kurde et de l'arabe. Cette exigence morale s'accompagne d'une exigence sécuritaire. En effet, la sécurité de l'Europe se joue en partie dans les camps syriens contrôlés par les Kurdes, dans lesquels sont détenus des milliers de prisonniers de Daesh. Depuis la défaite de ce groupe islamique face aux Kurdes et à la coalition internationale, environ 12 000 combattants fanatisés et 50 000 familles, dont des Français, ne rêvent que d'une chose: prendre leur revanche et pouvoir organiser des attentats en masse sur notre territoire et en Europe. C'est pourquoi l'abandon des Kurdes ou même un trop faible soutien de notre part signerait, au-delà d'une grave défaite morale, une faute stratégique considérable qui permettra la résurgence de tragédies humaines. Les islamistes pro-turcs qui menacent actuellement les Kurdes disposent d'un armement lourd, comprenant blindés et artillerie, dont sont dépourvus les Kurdes. À nous d'aider nos alliés, rapidement, aux côtés des 900 soldats américains déjà déployés dans cette zone. À nous d'envoyer les soldats, de livrer des armes et de prendre des mesures drastiques pour appuyer les combattants de FDS, les forces démocratiques syriennes. Comme l'affirme de manière très juste Patrick Franceschi, écrivain qui a combattu aux côtés des Kurdes, cet appui doit être politique, militaire et diplomatique. Parce que nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas de nouveau être victimes d'attentats sanglants sur notre sol, et parce que nous préférons le code civil à la charia. Avant qu'il ne soit trop tard, agissons. Et oui, Caroline, on parle effectivement de la protection du peuple kurde, et vous avez peut-être vu cette information, d'ailleurs, cette bagarre qui a éclaté en plein aéroport de Roissy jeudi dernier lors d'une manifestation kurde. 4 personnes ont été interpellées, une bagarre entre des militants kurdes et des membres de la communauté turque. Alors est-ce que ça vous inquiète justement ce qui peut se passer sur notre territoire français en conséquence de ce qui se passe au Proche-Orient ? Alors évidemment que ça m'inquiète, ça devrait tous nous inquiéter, comme je viens de vous le rappeler. Ça doit nous inquiéter non seulement parce qu'il y a des combattants djihadistes dans les prisons contrôlées par les Kurdes, mais aussi parce que, évidemment, ça peut signifier de nouveaux attentats sur notre territoire. Donc il faut être très, très vigilant et surtout continuer à accompagner les Kurdes dans leur combat. Oui, une inquiétude notamment du côté de militants turcs qui sont très radicaux, pour certains d'entre eux en tout cas, dans notre pays. Et donc cette manifestation, alors on a un peu de temps, Caroline, et je voulais vous faire réagir à ces récentes actualités en France. Pour une fois que nous avons du temps, ça, Ilana. Exactement, parce que Pascal Sunshine n'est pas là, mais ça tombe bien, je vais vous faire réagir parce que j'ai vu que vous avez c'est important pour vous aussi d'en parler sur les réseaux sociaux. On parle de personnalités inquiétantes. On a vu que Elias Dimzalen avait été condamné la semaine dernière à 5 mois de prison avec sursis pour avoir appelé à l'intifada dans Paris. Et sur les réseaux sociaux, on a vu cette image après cette condamnation de lui dans le restaurant Begelstein, notamment de Begel, tenu notamment par un juif, écrire intifada en prénom. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Mais écoutez, ça ne m'étonne absolument pas, puisque cet homme est une petite frappe, c'est un voyou de la pire espèce antisémite qui rejoint un petit peu Dieudonné dans cette espèce d'indécence et de revendication en fait de sa haine des Juifs. Son objectif, ne l'oublions pas, c'est de semer le chaos, c'est de semer sa haine et lui, il parle de victoire, c'est ça qui est étonnant. Oui, parce que... et d'ailleurs, il y a aussi le fait qu'il y a ceux qui peuvent encore s'interroger sur la différence entre l'anti-sionisme et l'antisémitisme. On a un exemple frappant.
en fait, ce type est un pouce au crime et il ne faut pas oublier que c'était un des co-organisateurs de la marche contre l'islamisme, vous savez, en 2019, celle où des enfants ont affiché l'étoile jaune et où nous avions des djihadistes, enfin des activistes qui ont crié Allahu Akbar devant le Bataclan. C'est lui aussi qui est accompagné par des membres de LFI, donc bien sûr qu'il doit... Merci Caroline Yadan d'avoir été avec nous. On vous retrouve évidemment dans 2 semaines sur Radio J. Nous sommes le lundi 23 décembre. Il est 7h30 sur Radio J. Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Keren-hayesod.fr. Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, nous allons commencer cette revue de